Le jour de mon mariage, ma mère m'a offert un vieux livret d'épargne. Mon père l'a jeté au sol, les ordures à la poubelle. Je l'ai quand même emmené à la banque. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, et il y a 3 semaines, mon père a jeté le cadeau de mariage de ma mère sur le sol en marbre froid devant 150 invités. Le bruit que cela a fait, ce petit bruit sourd et mat du cuir usé frappant la pierre, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai pas non plus les mots qu'il a criés, les ordures vont avec les ordures. Il parlait de ma mère, de son cadeau, de moi. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que ce vieux livret d'épargne délavé qu'il venait d'humilier contenait quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais comprendre sur ma famille. Lorsque je l'ai apporté à la banque une semaine plus tard, la guichetière m'a regardé comme si je venais de sortir d'un coffre-fort. Elle a pâli. Puis elle a chuchoté, « Madame, s'il vous plaît, ne partez pas. Ma famille n'était pas pauvre. C'est la première chose que vous devez comprendre. » Mon père, Richard Delacroix, possédait une entreprise immobilière de taille moyenne dans les Yvelines. Ce n'était pas le CAC 40, mais c'était confortable. Il conduisait une Mercedes classe E, collectionnait les montres Rolex et s'assurait que tout le monde au club de golf sache exactement à quel point il s'était fait tout seul. En grandissant dans notre villa bourgeoise de 5 chambres à Versailles, j'ai appris très tôt que le succès avait une forme spécifique aux yeux de mon père, et qu'il ne me ressemblait pas. « Si tu étais né garçon, m'a-t-il dit une fois quand j'avais 12 ans, j'aurais quelqu'un à qui transmettre l'entreprise. » J'étais juste là, son enfant unique. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Ma mère, Hélène, existait en marge de notre maison. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle souriait au dîner mondain et riait aux blagues de mon père. Et chaque matin, elle allait à son travail à temps partiel à la bibliothèque municipale, un travail que mon père ne manquait jamais une occasion de tourner en dérision. « Qu'est-ce que tu fais là-bas, de toute façon ?» ricanait-il. Classer des livres que personne ne lit? Compter la poussière? Elle ne se défendait jamais. Pas une seule fois. Elle hochait simplement la tête, débarrassait la table et disparaissait dans la cuisine. Pendant des années, j'ai cru qu'elle était faible. J'ai honte de l'admettre maintenant, mais c'est vrai. Je regardais son silence et j'y voyais de la soumission. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait réellement. Je ne comprenais rien. Mon père avait une phrase favorite, dans cette maison, les hommes décident, les femmes exécutent. Il disait cela comme si c'était de la sagesse, comme s'il transmettait une vérité ancienne au lieu de simplement envelopper sa cruauté dans la tradition. Et pendant la majeure partie de ma vie, je l'ai cru. Je croyais que ma mère n'avait rien, qu'elle n'était rien sans lui. J'avais tellement tort. J'ai rencontré Daniel Mercier un mardi d'octobre lors d'une sortie scolaire. J'enseigne en CE2 à l'école élémentaire des bords de Seine. Oui, la carrière que mon père considère comme un gâchis de potentiel. J'accompagnais 23 enfants de 8 ans à travers la visite d'un chantier de construction lorsque j'ai littéralement percuté l'architecte qui expliquait les murs porteurs. Daniel a attrapé mon coude avant que je ne tombe dans une pile de bois. Ses mains étaient chaudes. Son sourire était encore plus chaleureux. « Attention », a-t-il dit. C'est une zone de port du casque obligatoire. Je ne portais pas de casque. Mon cœur non plus. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. 2 ans de dîner où il me demandait réellement comment s'était passée ma journée. 2 ans avec quelqu'un qui me regardait comme si je comptais. Pas pour ce que je pouvais apporter, mais pour qui j'étais. La famille de Daniel était différente de la mienne à tous points de vue importants. Son père, Henri Mercier, dirigeait Mercier Développement, une société d'immobilier commercial qui faisait passer l'entreprise de mon père pour un stand de limonade. Mais vous ne l'auriez jamais deviné à la façon dont il traitait les gens. La première fois que j'ai rencontré Henri et Catherine Mercier, ils m'ont posé des questions sur mes élèves, pas sur la valeur nette de ma famille, pas sur mes perspectives d'avenir, mais sur mes élèves. Le CE2 est une année tellement charnière, a dit Catherine en me servant du thé dans leur appartement terrasse parisien. C'est là que les enfants commencent vraiment à découvrir qui ils sont. J'ai failli pleurer. Personne n'avait jamais parlé de mon travail comme s'il avait de l'importance auparavant. Lorsque mon père a découvert qui était la famille de Daniel, quelque chose a changé. Soudain, il s'est intéressé à ma relation. Soudain, il a voulu rencontrer mon petit ami. Soudain, sa fille, l'institutrice, créait des liens utiles.
Il m'a appelé pour la première fois en 6 mois le lendemain de l'annonce de mes fiançailles, non pas pour me féliciter, mais pour me poser des questions sur le portefeuille d'Henri Mercier. Je paierai tout, a annoncé mon père 3 jours après avoir rencontré les parents de Daniel. J'étais assise dans son bureau à la maison, celui avec le bureau en acajou et les photos encadrées des immeubles qu'il avait développés. Il ne m'avait jamais invité ici auparavant. Le fauteuil en cuir a craqué alors qu'il se penchait en avant, les yeux brillants de quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi. De l'intérêt. Tout le mariage, le lieu, le traiteur, les fleurs, tout. Considère ça comme mon cadeau. J'aurais dû être méfiante. Mon père n'avait jamais dépensé plus de 50 € pour mes cadeaux d'anniversaire. Soudain, il voulait lâcher 80 000 € pour un mariage. Mais Daniel a serré ma main sous la table et a chuchoté, peut-être qu'il essaie de changer. Je voulais croire ça, mon Dieu. Je voulais tellement y croire. Alors, j'ai dit oui. En une semaine, mon père avait réservé le domaine de Grandval, un lieu dont il n'était même pas membre, mais dont il voulait désespérément faire partie. Il avait sélectionné le traiteur, le fleuriste, l'orchestre. Il avait conçu des invitations avec des lettres dorées à la feuille qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. La liste des invités comptait 150 noms. J'en reconnaissais peut-être 30. Des associés d'affaires, a expliqué mon père quand j'ai demandé. Des gens importants. Importants pour qui? La veille de l'envoi des invitations, ma mère m'a trouvé dans le jardin. Elle se déplaçait silencieusement comme elle le faisait toujours, apparaissant à mes côtés comme un fantôme. Manon, a-t-elle dit doucement en pressant quelque chose dans ma main. J'ai un cadeau pour toi aussi, mais je te le donnerai le jour de ton mariage. J'ai baissé les yeux. Ses doigts enveloppaient les miens, chauds et tremblants. C'est la chose la plus importante que je possède, a-t-elle chuchoté. Souviens-toi de ça, peu importe ce que disent les autres. Je ne comprenais pas alors, mais je comprendrai bientôt. Le matin du mariage, je me suis assise dans ma chambre d'enfant et j'ai pensé à ma mère. Il y a un souvenir que j'avais presque oublié. J'avais 15 ans, j'étais malade et je n'étais pas allé à l'école, errant dans la maison en pyjama. J'étais allé chercher des gâteaux secs dans la cuisine et j'avais entendu quelque chose venant de la chambre de mes parents, quelqu'un qui comptait. La voix de ma mère, douce et rythmée, comme une berceuse faite de chiffres. Je m'étais glissé jusqu'à l'embrasure de la porte et j'avais jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle était assise au bord du lit, un petit carnet dans les mains, une pile de billets sur le couvre-lit à côté d'elle. Pas beaucoup d'argent, peut-être quelques centaines d'euros, mais elle les comptait comme si c'était de l'or. Quand elle m'a vu, son visage a changé. Pas coupable, exactement. Autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Juste des affaires d'adultes, avait-elle dit en glissant le carnet dans la vieille boîte à bijoux en chêne qui avait appartenu à sa mère. Rien d'inquiétant. Je n'ai plus jamais posé de questions à ce sujet. Les enfants ne le font pas, n'est-ce pas? Nous supposons que les secrets de nos parents ne nous concernent pas. Mais assise dans cette même chambre 15 ans plus tard, regardant la lumière du matin filtrer à travers les rideaux, je me suis demandé, pourquoi économisait-elle? Et pourquoi devait-elle le cacher? Ma mère a frappé à la porte à 9 h, tenant une housse avec ma robe en dentelle de Calais à l'intérieur. « Es-tu prête » a-t-elle demandé. Je ne l'étais pas, pour rien de tout cela. Mais j'ai souri, je me suis levé et je l'ai laissé m'aider à enfiler la robe sur laquelle mon père avait insisté. De la soie blanche et de la dentelle importée, élégante et chère, et rien de ce que j'aurais choisi pour moi-même. « Tu es magnifique » a dit ma mère, les yeux humides. Je ne savais pas alors qu'elle disait adieu à la vie qu'elle avait endurée pour moi. Le domaine de Grandval ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Des roses blanches cascadaient de vases en cristal. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi près de la fontaine. 300 chaises disposées en rangées parfaites sur la pelouse soignée, chacune drapée de rubans de soie assortis à mon bouquet. Et au centre de tout cela, mon père. Je l'ai observé depuis la fenêtre de la suite nuptiale, dirigeant les prestataires comme un général marshallant ses troupes. Déplacer cette table. Ajuster ses fleurs. Non, la tour de champagne va là. Il portait un costume sur mesure que je ne lui avais jamais vu. Gris anthracite, parfaitement taillé. De nouveaux boutons de manchette brillaient à ses poignets. Il avait l'air cher. Il avait l'air important. Il ressemblait à quelqu'un jouant un rôle.
Ton père s'est vraiment surpassé, a dit ma demoiselle d'honneur, Sarah, regardant par-dessus mon épaule. Je ne l'ai jamais vu aussi impliqué. C'était une façon de le dire. Lorsque la voiture des Mercier s'est arrêtée, une berline noire discrète, pas l'arrivée tape à accent grave l'œil que mon père aurait choisi, je l'ai vu se transformer. Sa posture s'est redressée, son sourire s'est élargi. Il a traversé la pelouse la main tendue avant même qu'Henri n'ait fermé la portière de la voiture. Henri, Catherine, bienvenue. Bienvenue. Il utilisait une voix que je ne reconnaissais pas. Plus chaleureuse, plus douce, la voix d'un homme qui voulait quelque chose. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère se tenir seule près de la roseraie. Elle portait la robe couleur champagne que mon père avait choisie pour elle, pas le bleu profond qu'elle voulait, et son sourire semblait peint. Elle a croisé mon regard à travers la fenêtre. Juste un instant, quelque chose est passé entre nous, quelque chose de triste et de complice. Puis la voix de mon père a retenti sur la pelouse. Laissez-moi vous faire le grand tour. Et le visage de ma mère est redevenu inexpressif. La cérémonie était belle. Je sais que cela semble étrange étant donné tout ce qui a suivi, mais debout devant l'autel avec les mains de Daniel dans les miennes, regardant ses yeux se remplir de larmes alors que je disais « je le veux », cette partie était réelle. Cette partie était la nôtre. « Je t'aime », a-t-il chuchoté en glissant l'alliance en platine à mon doigt. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. Je ne savais pas alors pourquoi il le disait de cette façon, comme un avertissement, comme une promesse contre quelque chose à venir. L'officier d'état civil nous a déclarés mariés. Daniel m'a embrassé doucement, et 150 personnes ont applaudi, la plupart étant des étrangers que mon père avait invités. J'ai regardé la foule pendant ce baiser. Mon père rayonnait vers Henri Mercier, pas vers moi. Il calculait déjà, faisait déjà du réseautage, utilisait déjà mon mariage comme une opportunité commerciale. Et au premier rang, ma mère était assise seule. Ses yeux étaient rouges. Ses mains étaient serrées sur ses genoux si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Elle ne souriait pas. Maman a pleuré toute la journée, ai-je murmuré à Daniel alors que nous remontions l'allée. Il a serré ma main. Émotion de mariage. C'est normal. Mais quelque chose dans ma poitrine disait que ce n'était pas normal. Quelque chose disait que ma mère ne pleurait pas de bonheur. Lors du cocktail, je l'ai regardée errer en marge des conversations. Toujours seule, toujours observant mon père travailler la salle. Une fois, elle a tendu la main pour toucher son bras, et il l'a repoussée sans même la regarder. Pas maintenant, Hélène. 3 mots prononcés comme si elle était une mouche bourdonnant près de son champagne. Elle a retiré sa main lentement, prudemment, comme si elle avait appris à se faire toute petite. J'aurais dû aller vers elle à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. C'est quelque chose que je regretterai pour toujours. La réception a commencé à 19h et à 20h, mon père était ivre. Pas ivre à tomber par terre. Richard Delacroix ne s'embarrasserait jamais aussi visiblement, mais ce genre d'ivresse où sa voix devenait plus forte et ses histoires plus grandes et la vérité plus flexible. Je l'ai vu coincer Henri Mercier près de la tour de Dom Pérignon, gesticulant largement avec une flûte de champagne. 15 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, l'ai-je entendu dire. Nous nous développons dans le commercial. De grandes choses arrivent. Je savais pertinemment que son entreprise avait fait peut-être 3 millions. Peut-être. Le visage d'Henri restait poliment neutre, mais je l'ai vu échanger un regard avec Catherine. Le genre de regard que les gens mariés partagent quand ils pensent tous les deux la même chose et ne veulent pas le dire. Ton père semble enthousiaste, a dit Catherine, apparaissant à mes côtés à la table des desserts. Je voulais m'excuser, expliquer, me séparer d'une manière ou d'une autre de la performance qui se déroulait à travers la pièce. Il est excité par le mariage, ai-je réussi à dire. Catherine a touché mon bras doucement. Je suis sûr qu'il l'est, ma chérie. Mais ses yeux disaient autre chose. Plus tard, j'apprendrai qu'Henri avait déjà fait ses recherches, qu'il savait exactement quelle était la taille réelle de l'entreprise de mon père, que toute la mascarade avait été transparente dès le début. Mais à ce moment-là, je sentais juste la lente montée de l'effroi, le sentiment que quelque chose se préparait. Une pression derrière un barrage. Le rire de mon père a retenti trop fort. Il a tapé sur l'épaule d'Henri comme s'ils étaient de vieux amis. Il jouait si fort que je pouvais presque voir la sueur sur son front. Et ma mère se tenait dans un coin, observant, silencieuse, attendant.
Quoi? Je ne le savais pas. Pas encore. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des cadeaux de la famille. La voix de l'animateur a coupé le bavardage et les tintements de champagne, et les invités ont commencé à dériver vers leur siège. C'était la partie préférée de mon père. Il planifiait sa présentation depuis des semaines. Il est monté sur scène en premier, naturellement. Daniel, Manon, a-t-il commencé, sa voix portant cette chaleur artificielle que j'avais appris à reconnaître. De la famille Delacroix à la vôtre, un chèque de 50 000 € pour votre avenir. Il a brandi une enveloppe en cuir italien gaufrée d'or. Les invités ont applaudi. J'ai souri. Le sourire que j'avais appris de ma mère. Agréable, vide, attendu. 50 000 €. Nous savions tous les deux qu'il avait emprunté sur sa ligne de crédit. 50 000 €. C'était vraiment un investissement pour obtenir la bonne opinion d'Henri Mercier. Merci, papa, ai-je dit, parce que c'était ma réplique. Henri Mercier est passé ensuite, son approche complètement différente. Pas de fanfare, pas de spectacle. Il a simplement tendu à Daniel une petite boîte bleue Tiffany. Une clé, a-t-il dit simplement, pour un appartement haussmannien dans le Marais. C'était l'appartement de la grand-mère de Catherine. Nous avons pensé que vous aimeriez commencer votre vie là-bas. La salle est devenue silencieuse. Un appartement haussmannien dans le Marais Valais. Je ne pouvais même pas le calculer. J'ai observé le visage de mon père pendant un instant. Une fraction de seconde, son masque a glissé. Je l'ai vu enregistrer la comparaison. Je l'ai vu comprendre que son chèque de 50 000 € venait d'être complètement éclipsé. Sa mâchoire s'est serrée. Son sourire est devenu autre chose. Quelle générosité, a-t-il dit, sa voix juste un peu trop tranchante. Et puis l'animateur a appelé le nom suivant. Et maintenant, de la part de la mère de la mariée, Hélène Delacroix. Ma mère s'est levée de son siège et j'ai vu qu'elle tenait quelque chose de petit, quelque chose d'usé, quelque chose de vieux. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas pourquoi. Pas encore. Ma mère n'a pas utilisé le micro. Elle a marché jusqu'à l'endroit où Daniel et moi étions assis à la table d'honneur, c'est pas prudent, mesuré. Dans ses mains se trouvait un petit carnet, peut-être 12 cm par 8, relié en cuir bleu délavé qui s'était usé au coin. Manon, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La salle a dû tendre l'oreille pour l'entendre. C'est mon cadeau pour toi. Elle a pressé le carnet dans mes mains. C'était un livret d'épargne, un carnet bancaire à l'ancienne, le genre qu'ils ont arrêté d'émettre il y a des décennies. Banque nationale était estampillée en lettres dorées sur le devant, bien que l'or se soit en grande partie écaillé. Je ne comprends pas, ai-je commencé. C'est tout ce que j'ai, a dit ma mère. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était stable. Tout ce que j'ai économisé. Je veux que tu aies la liberté que je n'ai jamais eue. La liberté de faire tes propres choix. J'ai retourné le livret dans mes mains. Il ne pesait presque rien. Derrière moi, j'entendais les chuchotements des invités. Un livret d'épargne? C'est tout? Quel âge a ce truc? Je m'en fichais. Quelque chose dans la façon dont ma mère me regardait, féroce et tendre et désespérément pleine d'espoir, me serrait la gorge. Merci, maman, ai-je dit, et je l'ai serré dans mes bras. Merci. Ne laisse personne te dire que c'est sans valeur, a-t-elle chuchoté contre mon oreille. Promets-moi, peu importe ce que l'on dit, ne le jette pas, je ne comprenais pas l'avertissement. Mais j'ai hoché la tête. Je le promets. Elle s'est reculée, pendant un instant, elle a ressemblé à une personne différente, plus forte, plus jeune, comme la femme qu'elle aurait pu être si la vie avait été plus clémente. Puis la voix de mon père a tout brisé. C'est censé être quoi ça? Mon père était debout maintenant, sa chaise repoussée si fort qu'elle a failli basculer. Son visage était rouge à cause de l'alcool, de l'humiliation d'avoir été surpassé par le cadeau d'Henri. De quelque chose de plus sombre que je ne pouvais pas nommer. Hélène. Il a prononcé son nom comme si c'était du poison. C'est quoi ce bordel? Ma mère n'a pas répondu. Elle est restée là, les mains jointes, les yeux baissés. Il a traversé la pièce en 4 enjambées. Avant que je puisse réagir, il avait arraché le livret de mes mains. Un livret d'épargne? Il a ri. Mais ce n'était pas un rire.
C'était quelque chose de cruel portant le visage du rire. Tu as donné un livret d'épargne à notre fille devant les Mercier? Richard, s'il te plaît, a commencé ma mère. 30 ans. Il ne chuchotait plus. Sa voix remplissait la salle de bal, rebondissant sur les lustres en cristal, les murs drapés de soie. 30 ans de mariage et c'est ce que tu apportes? Ce morceau de sans valeur. Il l'a jeté. Le livret a frappé le sol en marbre avec un son comme une gifle. Il a glissé sur la pierre, venant s'arrêter près de la base d'un arrangement de roses. Les ordures vont avec les ordures, a rugi mon père. Le silence qui a suivi était absolu. 150 personnes étaient assises, figées. Les fourchettes planaient au-dessus des assiettes. Les verres de champagne se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. Le quatuor à cordes s'était tu. J'ai entendu Catherine Mercier inspirer brusquement. J'ai entendu quelqu'un, peut-être Henri, poser un verre avec un clic prudent. Ma mère restait immobile, les larmes coulant sur son visage, silencieuse, acceptant, comme si elle avait été entraînée à subir cela. Tu m'as embarrassé pour la dernière fois, a continué mon père, se tournant vers la salle comme s'il attendait des applaudissements. Je présente mes excuses à nos invités pour le spectacle pathétique de ma femme. Les Delacroix valent mieux que ça. Il a ajusté sa veste, lissé ses cheveux, souri à Henri Mercier comme si de rien n'était. Et dans le silence terrible, ma mère a chuchoté quelque chose de si doux que seul moi pouvais l'entendre. Je suis désolé, Manon. Je suis tellement désolé. Elle s'excusait auprès de moi. Après tout ce qu'il venait de faire, elle s'excusait. Quelque chose en moi s'est brisé. La main de Daniel a trouvé la mienne sous la table. Ses doigts tremblaient. Pas de peur, mais de l'effort pour se retenir. Je vais, a-t-il commencé. Non. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Je pouvais sentir la rage de Daniel comme une chaleur rayonnant de lui. Sa mâchoire était si serrée que je pensais qu'il pourrait se casser une dent. Sa main libre s'était fermée en un point sur la nappe. Manon, il ajuste. Je sais. Je savais ce que Daniel voulait faire. Il voulait traverser cette pièce et faire passer mon père à travers la sculpture de glace. Il voulait défendre l'honneur de ma mère, mon honneur, devant tous ceux qui venaient d'être témoins du moment le plus laid de ma vie. Mais j'avais grandi avec Richard Delacroix. Je savais comment cela se jouait. Si Daniel le frappait, mon père serait la victime. Si Daniel criait, mon père semblerait raisonnable en comparaison. La violence lui donnerait exactement ce qu'il voulait, une distraction, un moyen de recadrer le récit. Au lieu de l'homme qui venait de hurler sur sa femme pour un livret d'épargne, il deviendrait le beau-père qui avait été attaqué au mariage de sa fille. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction. À l'autre bout de la salle, Henri Mercier se levait. Son visage était devenu froid, la chaleur de tout à l'heure complètement partie. Catherine, a-t-il dit calmement, je pense que nous devrions partir. Oui, a accepté sa femme immédiatement. Je pense que nous le devrions. Le sourire de mon père a vacillé. Henri, s'il vous plaît. C'est juste une affaire de famille, monsieur Delacroix. La voix d'Henri aurait pu geler le champagne. J'en ai vu assez pour comprendre exactement quel genre d'homme vous êtes. Ils ont commencé à rassembler leurs affaires, et sur le sol près des roses, le cadeau de ma mère gisait abandonné. Ordure, avait appelé mon père. Il n'avait aucune idée. J'ai lâché la main de Daniel. Manon. Sa voix était inquiète. Qu'est-ce que tu? Fais-moi confiance. Je me suis levé lentement. Chaque œil dans la salle suivait mon mouvement. La soie de ma robe de mariée chuchotait contre mes jambes alors que je descendais de l'estrade. Mon père s'est tourné vers moi, son visage passant par plusieurs émotions. Confusion, irritation, le début d'une autre tirade. Je suis passé devant lui. Mes talons claquaient contre le marbre. Un pas, 2, 3. Le livret gisait là où il était tombé, sa couverture bleue délavée tranchant contre le sol en pierre blanche. Un coin s'était plié sous l'impact. Je me suis penché, je l'ai ramassé et je l'ai épousseté soigneusement, doucement, comme s'il était fait de verre. Quand je me suis redressé, je n'ai pas regardé mon père. J'ai marché vers ma mère, qui se tenait figée près du mur, les larmes encore humides sur ses joues. Merci, maman,
ai-je dit assez fort pour que la salle entende. C'est le cadeau le plus significatif que j'ai jamais reçu. Je le chérirai pour toujours. J'ai embrassé sa joue, senti son tremblement. Puis je me suis tourné vers Daniel, qui était déjà debout. Nous partons, ai-je dit. Où penses-tu aller? La voix de mon père s'est brisée sur les mots. La réception n'est pas terminée. Tu m'embarrasses devant. Je me suis arrêté, tourné juste assez pour le voir du coin de l'œil. Je n'ai pas besoin de ta permission, papa, et je n'ai pas besoin de ton approbation. Ma voix était calme, stable, une voix que je ne savais pas posséder. Ce dont j'ai besoin, c'est de partir, alors c'est ce que je fais. Daniel a pris ma main. Ensemble, nous avons marché vers la porte. Derrière nous, mon père criait encore quelque chose à propos du manque de respect, quelque chose à propos de tout ce qu'il avait fait pour moi. Je n'ai rien entendu de tout cela. J'ai juste continué à marcher. L'appartement dans le Marais était calme. Henri et Catherine avaient donné la clé à Daniel des mois auparavant, mais nous avions prévu de la garder pour après la lune de miel. Au lieu de cela, c'est devenu notre refuge lors de notre nuit de noces. Daniel a commandé de la cuisine thaïlandaise. Aucun de nous n'a beaucoup mangé. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, toujours dans ma robe de mariée. Je n'avais pas eu l'énergie de me changer, et je regardais les lumières de la ville devenir floues à travers la vitre. Le livret reposait sur le coussin à côté de moi, son cuir usé chaud de ma main. Tu n'es pas obligé de le regarder ce soir, a dit Daniel doucement. Quoi qu'il y ait là-dedans, ça peut attendre. Je sais, mais je ne pouvais m'empêcher de le toucher, de passer mes doigts sur les lettres en relief, me demandant ce que ma mère avait voulu dire par liberté. Elle est restée pour moi, ai-je dit soudainement. Toutes ces années, elle est restée pour moi. Daniel s'est assis à côté de moi, prenant soin de ne pas déranger le livret. Tu ne le sais pas avec certitude. Si, je le sais. Et d'une certaine manière, je le savais. La façon dont elle m'avait regardé aujourd'hui, la façon dont elle avait dit, je veux que tu aies la liberté que je n'ai jamais eue. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de choix, d'avoir été piégé si longtemps qu'on oublie qu'il y a un monde en dehors de la cage. Qu'est-ce que tu veux faire, a demandé Daniel. Je ne sais pas encore. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait une chose que je savais avec certitude. Ma mère m'a dit d'aller à la banque, ai-je dit. Banque nationale, l'agence de Versailles. Elle a dit de demander un monsieur Perrault. Daniel est resté silencieux un moment. Demain. J'ai hoché la tête. Demain. À travers la fenêtre, la Seine scintillait au loin. Quelque part là-bas, mon père était probablement encore en train d'enrager. Je m'en fichais désormais. J'avais fini de le laisser contrôler ma vie. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin. 17 appels manqués, tous du même numéro. Les messages vocaux allaient de la fureur au désespoir, oscillant d'avant en arrière comme un disque rayé. Premier message, tu m'as humilié devant tout le monde, devant Henri Mercier. Troisième message, je te rai du testament. Tu n'auras rien. Septième message, Manon, chérie. Papa est désolé. D'accord. Papa a bu trop de champagne. Parlons de ça. 12e message, espèce de petite ingrate. J'ai arrêté d'écouter. Daniel m'a regardé bloquer le numéro, son café refroidissant dans ses mains. Il n'a pas essayé de m'en dissuader. Ma mère a envoyé un SMS, ai-je dit en affichant le message. Ces mots étaient brefs. Soigneux, comme si elle avait réfléchi à chacun d'eux. Ma très chère Manon, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Ton père ne sait pas ce qu'il a jeté. Va à la Banque nationale, agence de Versailles. Demande monsieur Thomas Perrault. Montre-lui le livret. Il t'expliquera tout. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, a demandé Daniel. Je ne sais pas. J'ai regardé le livret sur la table basse, sa couverture délavée anodine dans la lumière du matin. Il y a un numéro de compte à l'intérieur. Quelques vieux dépôts. Le dernier date de 2003. Le solde indique 847 €. Daniel a froncé les sourcils. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas exactement de quoi changer une vie. Non,
mais ma mère a dit que c'était la chose la plus importante qu'elle ait. J'ai ramassé le livret, sentant son poids, ou son absence de poids dans ma paume, et elle a dit d'aller à la banque. Alors c'est ce que j'allais faire. Quels que soient les secrets que ma mère gardait, j'étais sur le point de les découvrir. L'agence de la Banque nationale de Versailles avait l'air d'être là depuis avant l'existence de la ville. Des colonnes de pierre encadraient l'entrée. Des luminaires en laiton brillaient au soleil du matin. Le genre d'élégance vieille France qui faisait paraître les ambitions de nouveaux riches de mon père exactement aussi désespérées qu'elles l'étaient. Daniel me tenait la main alors que nous franchissions les portes tournantes. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et le vieux papier. Des guichetiers en uniformes impeccables travaillaient derrière des comptoirs en acajou. Un agent de sécurité nous a salués poliment. « Puis-je vous aider ?» Une jeune femme, son badge indiquait Émilie, nous a souri depuis le premier guichet. « J'ai un compte sur livret, ai-je dit en glissant le carnet en cuir usé sur le comptoir. « J'aimerais vérifier le solde. » Émilie l'a pris avec un regard légèrement perplexe. Les livrets physiques étaient des reliques d'une autre époque, mais elle a scanné le numéro de compte dans son ordinateur sans commentaire. Puis son visage a changé. J'ai rejoué ce moment 1000 fois dans ma mémoire. La façon dont ses yeux se sont écarquillés, la façon dont ses doigts ont arrêté de bouger, la façon dont elle a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Je suis désolé. Pourriez-vous m'excuser un instant ? Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a appuyé sur un bouton sous son comptoir et a disparu par une porte marquée « Personnel uniquement ». La main de Daniel s'est resserrée sur la mienne. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Je ne sais pas, mais mon cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas, ou quelque chose allait très, très bien. À travers la porte, je pouvais entendre des voix étouffées, puis des pas. Puis la porte s'est ouverte à nouveau, et un homme aux cheveux argentés en costume 3 pièces est apparu. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Madame Mercier », a-t-il dit. « Je suis Thomas Perrault, le directeur de l'agence. Voudriez-vous bien venir avec moi ?» Il a fait un geste vers une porte marquée « Banque privée ». « Laissez-moi faire une pause ici un instant. Si vous vous êtes déjà senti petite à cause de quelqu'un qui était censé vous aimer, si on vous a déjà dit que vos rêves ne valaient pas la peine d'être poursuivis ou que vos contributions n'avaient pas de valeur, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et parfois, les choses qui semblent les plus ordinaires cachent quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. À votre avis, qui avait-il sur ce compte ? Laissez votre hypothèse dans les commentaires avant que nous continuions. Maintenant, retour à la banque. La section banque privée ne ressemblait en rien au hall public. Tapis persan, peinture à l'huile, fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Monsieur Perrault nous a conduits à un bureau en acajou et nous a fait signe de nous asseoir. Puis-je ? Il a tendu la main pour le livret. Je le lui ai donné. Il l'a ouvert soigneusement, avec révérence, et a tapé le numéro de compte dans son ordinateur. Pendant un long moment, il a juste fixé l'écran. « Madame Mercier », a-t-il dit finalement. « Savez-vous ce que c'est ? » « Un compte d'épargne, ai-je dit. Ma mère me l'a donné à mon mariage. C'est plus que ça. Il a tourné l'écran pour que je puisse le voir. Ce livret est la clé d'un fonds fiduciaire qui a été établi il y a 25 ans. Votre mère est la constituant. Vous êtes la bénéficiaire désignée depuis votre naissance. J'ai regardé l'écran. Je ne pouvais pas traiter ce que je voyais. Le solde actuel, a continué Monsieur Perrault, sa voix douce, est de 2 147 893 € et 41 centimes d'euros. La pièce a tangué. Pardon ? Quoi ? 2,1 millions d'euros, Madame Mercier. Monsieur Perrault a croisé les mains sur le bureau. Votre mère a construit ce fonds pendant 25 ans, des dépôts mensuels de son emploi, des investissements prudents gérés par notre équipe, et une contribution initiale de 200 000 € provenant d'un héritage qu'elle a reçu en 1999. 200, je ne pouvais plus respirer. Ma grand-mère. Ma grand-mère lui a laissé. Marguerite Wilson. Oui. L'héritage était son bien propre, juridiquement distinct de tout bien matrimonial. Votre mère l'a investi sagement et y a ajouté au fil du temps. Il a fait une pause. Elle venait me voir chaque année le jour de votre anniversaire sans faute pour vérifier le compte, pour s'assurer que tout était en ordre. Je pleurais.
Je ne savais pas quand j'avais commencé. Le bras de Daniel m'entourait, mais je ne pouvais pas le sentir. Ma mère silencieuse, ignorée, inutile. Elle construisait ma liberté depuis 25 ans, et personne n'avait su. Je ne comprends pas, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Comment est-ce possible? Mon père, il contrôlait tout. Comment a-t-elle caché cela de lui? L'expression de Monsieur Perrault était compatissante, mais prudente. Je ne peux vous dire que ce que je sais, Madame Mercier. Votre mère a ouvert ce compte avant que je ne sois directeur d'agence. Mon prédécesseur a établi la relation, mais elle a été très méthodique. Il a sorti un dossier de son tiroir de bureau. L'héritage de votre grand-mère a été classé comme bien propre selon la loi française. Votre mère ne l'a jamais mélangé avec les biens communs. Elle l'a gardé sous son nom de jeune fille, Hélène Wilson, pas Hélène Delacroix. Mais son travail, ai-je dit, elle travaillait à temps partiel dans une bibliothèque. Mon père disait que c'était sans valeur. Il disait qu'elle perdait son temps. Ses dépôts étaient modestes mais constants. 20 ans d'intérêts composés et d'investissements conservateurs ont considérablement augmenté le capital. Il m'a montré un graphique, une ligne grimpant régulièrement vers le haut au fil des décennies. Elle a aussi pris une partie de l'argent du ménage, de petites sommes au fil du temps, rien qui ne serait remarqué, mais cela s'est accumulé. L'argent des courses, l'allocation ménagère, l'argent liquide que mon père lui jetait comme si elle était une domestique qu'on payait. Elle l'avait économisé. Tout. Il y a autre chose, a dit Monsieur Perrault. Il a glissé une enveloppe sur le bureau, couleur crème, scellée à la cire. L'écriture de ma mère éplait mon nom sur le devant. Elle a laissé ceci dans le dossier pour être ouvert seulement lorsque vous viendriez réclamer le compte. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page couverte de l'écriture élégante de ma mère. Ma très chère Manon, si tu lis ceci, tu as trouvé ta liberté. Cet argent est à toi, pas à ton père, pas à n'importe quel homme. C'est à toi d'en faire ce qu'il te plaît. Je suis resté parce que je voulais que tu aies un foyer stable, mais je n'ai jamais été vraiment piégé. Je me préparais. Tout mon amour, maman. J'ai lu la lettre 3 fois avant de pouvoir parler. Elle n'était pas faible, ai-je chuchoté. Toutes ces années, je pensais. Je pensais qu'elle acceptait juste, qu'elle prenait ses abus, le laissant la traiter comme une moins que rien. Monsieur Perrault était silencieux, me laissant de l'espace. Elle jouait le jeu sur le long terme. La voix de Daniel était pleine d'émerveillement. 25 ans et il n'a jamais su. Il y a une documentation supplémentaire, a dit Monsieur Perrault prudemment. Je ne suis pas certain que vous soyez au courant, mais vos parents ont un accord de séparation de biens en place depuis environ 20 ans. J'ai levé les yeux brusquement. Un quoi? Une séparation? Ils sont restés dans la même résidence, mais les intérêts financiers et légaux de votre mère étaient protégés. C'était peu conventionnel. Il a hésité. Je crois qu'elle est restée pour vous, Madame Mercier, jusqu'à ce que vous soyez adulte. Jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. 20 ans. 20 ans à partager une maison avec un homme qui se moquait d'elle, la rejetait, la faisait se sentir comme une moins que rien. Et tout ce temps, elle avait une issue de secours, un plan, mais elle était restée à cause de moi. J'ai besoin de l'appeler, ai-je dit en attrapant mon téléphone. J'ai composé le numéro avec des mains tremblantes. Elle a décroché à la première sonnerie. Manon, es-tu allée à la banque? Maman, je pleurais encore. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit toutes ces années? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Sa voix était épaisse de larmes, elle aussi. Parce que tu étais une enfant et que les enfants ne devraient pas avoir à porter les secrets de leurs parents. Tu avais besoin de croire en la famille. Même si la famille était brisée, tu avais besoin de stabilité. Tu as tout sacrifié. Non, ma chérie. Je n'ai rien sacrifié. J'ai investi. Elle a ri doucement, humidement. J'ai investi en toi. Et maintenant, il est temps pour nous deux d'être libres. Ce mot encore, liberté. Pour la première fois, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, maman? La question flottait dans l'air entre nous, entre deux femmes qui avaient passé leur vie dans l'ombre de Richard Delacroix. Je veux partir, a-t-elle dit. Les mots sont sortis comme une expiration,
comme quelque chose qu'elle retenait depuis des décennies. J'ai déjà parlé à mon avocat. Les papiers du divorce sont prêts. Ils sont prêts depuis des années. Des années? Elle avait attendu, planifié, patienté jusqu'à ce que je sois en sécurité hors de cette maison, marié en sécurité hors de sa portée. J'ai un appartement, a-t-elle continué. Petit, mais c'est le mien. Près de la bibliothèque à Rouen. Je paie le loyer dessus depuis 2 ans. Juste en attendant. 2 ans? Je te l'ai dit, Manon. Je me préparais. Il y avait un sourire dans sa voix maintenant. Pas amer, pas triste, mais quelque chose comme du triomphe. Ton père n'a jamais regardé les comptes du ménage de près. Il pensait que l'argent était en dessous de lui. Il me donnait juste du liquide et s'attendait à ce que je me débrouille. Alors, elle l'avait fait. Elle s'était débrouillée d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Et toi, a-t-elle demandé. Que veux-tu faire de l'argent? J'ai regardé Daniel, qui me regardait avec un soutien silencieux. J'ai regardé Monsieur Perrault, qui faisait semblant de ne pas écouter en organisant des papiers, et la lettre dans mes mains, 25 ans d'amour, compressée en une seule page. Je ne veux pas l'utiliser pour la vengeance, ai-je dit lentement. Je ne veux pas le lui frotter au visage ou l'humilier. Non, non. J'ai replié la lettre soigneusement, je l'ai remise dans son enveloppe. Je veux juste vivre ma vie sans lui, sans son approbation, sans son argent, sans sa voix dans ma tête me disant que je ne suis pas assez. Ma mère est restée silencieuse un moment. Une semaine après le mariage, ma mère a commencé à faire ses valises. Je n'étais pas là quand mon père l'a découvert, mais elle m'a raconté plus tard. De cette façon calme et factuelle qu'elle avait développée sur 30 ans de mariage. Il est rentré tôt, l'a trouvé dans la chambre avec une valise ouverte sur le lit. Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Elle n'a pas arrêté de plier. Je pars, Richard. J'ai demandé le divorce. Tu recevras les papiers d'ici la fin de la semaine. Il a ri. Ce rire cruel et méprisant que j'avais entendu toute ma vie. Avec quoi? Tu n'as rien. Tu n'as jamais rien eu. Nous sommes légalement séparés de biens depuis 20 ans, a dit ma mère calmement. J'ai mes propres actifs, mon propre avocat, mon propre avenir. C'est impossible. Je l'aurais su. Tu n'as pas demandé. Elle a fermé la valise avec un clic. Tu n'as jamais posé de questions sur ce qui ne te profitait pas directement. Alors non, Richard, tu ne savais pas, son visage est devenu violet. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu aussi en colère et que pour la première fois en 30 ans, elle n'avait pas peur. Tu reviendras en rampant, a-t-il craché. Tu n'as pas un sous-vaillant. Tu seras à la rue dans un mois. Ma mère a pris sa valise, a marché jusqu'à la porte de la chambre. Adieu, Richard, a-t-elle dit. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches dans l'admiration des autres, parce que tu ne le trouveras certainement plus dans ta famille. Elle est sortie. Il est resté debout dans cette chambre vide entouré des meubles coûteux qu'il avait achetés pour impressionner les gens et a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'il était complètement seul. Pas parce qu'il avait été abandonné, mais parce qu'il avait fait fuir tout le monde. Mon téléphone a sonné à 21h ce soir-là. J'avais débloqué le numéro de mon père, non pas parce que je voulais lui parler, mais parce que je voulais savoir quand il comprendrait enfin ce qu'il avait perdu. Manon. Sa voix était rauque. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as raconté à ta mère? Rien, papa. J'ai gardé ma voix égale. Maman a fait son propre choix. Elle a dit qu'elle avait de l'argent. C'est impossible. Elle n'a jamais eu. Tu as dû lui donner quelque chose. Toi et cette famille Mercier, vous avez dû. Il ne s'agit pas des Mercier. Il ne s'agit pas de moi. J'ai pris une inspiration. Maman se prépare à ça depuis 20 ans. Tu n'as juste jamais remarqué parce que tu ne l'as jamais regardé. Pas vraiment. Silence sur la ligne. Elle ne peut pas me faire ça, a-t-il dit finalement. J'ai besoin que tu lui parles. Dis-lui que je vais changer. Dis-lui que je vais. Papa. Je l'ai coupé. Tu as eu 30 ans pour changer. Tu as eu 30 ans pour la traiter comme une personne au lieu d'une servante. Tu as choisi de ne pas le faire. Manon, je suis ton père. Oui, tu le es.
Et je serai toujours reconnaissante pour le toit au-dessus de ma tête et la nourriture sur la table en grandissant. J'ai fait une pause. Mais je ne te dois pas la vie de ma mère. Je ne te dois pas mon silence. Et je ne te dois certainement pas un pardon que tu n'as jamais demandé. Si tu n'arranges pas ça, sa voix est devenue dure. Tu n'auras rien. Pas un centime. Je te rayerai de tout. J'ai presque ri. Papa, ai-je dit, je n'ai besoin de rien venant de toi. Plus maintenant. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro à nouveau. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était stable. J'avais posé une limite, et le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. 2 semaines plus tard, Henri et Catherine sont venus dîner. C'était censé être une soirée tranquille, du vin, des pâtes, et apprendre à se connaître sans le chaos du mariage planant au-dessus de nous. Daniel a fait les lasagnes de sa grand-mère. J'ai mis la table avec la belle vaisselle que nous avions reçue en cadeau. Nous étions juste en train de nous asseoir quand on a sonné à la porte. Je savais avant d'ouvrir. Appeler ça l'instinct. Appeler ça 30 ans de vie avec l'imprévisibilité. Je le savais, c'est tout. Mon père se tenait sur le palier, tenant des fleurs et une bouteille de vin. Son sourire était plaqué. Manon, j'étais dans le quartier et j'ai pensé. Tu n'es pas invité, papa. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Daniel racler le sol. J'ai entendu la voix d'Henri, basse et tendue. Juste 5 minutes. Le sourire de mon père a vacillé. Je veux m'excuser pour le mariage, pour tout. Un père ne peut-il pas faire amende honorable? Ce n'est pas le moment. S'il te plaît, sa voix s'est brisée. J'ai besoin de parler à Henri juste un instant. Il y a eu un malentendu. Et c'était là, la vraie raison. Même maintenant, dans ce qu'il présentait comme des excuses, sa préoccupation principale était de sauver sa relation avec Henri Mercier, avec l'opportunité commerciale qu'Henri représentait. Monsieur Delacroix. Henri est apparu derrière moi, sa voix froide comme un mois de janvier. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. Henri, s'il vous plaît. Le mariage était un malentendu. J'avais trop bu. Je vous ai vu jeter le cadeau de votre femme par terre et l'appeler ordure. Le ton d'Henri n'a pas changé. Je vous ai vu humilier votre famille devant 150 personnes. Ce n'était pas l'alcool, monsieur Delacroix. C'était le caractère. Le visage de mon père est passé de suppliant à furieux en un battement de cœur. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai eu à gérer. Cette femme a été inutile pendant 30 ans. Papa. Daniel s'est avancé maintenant, se positionnant entre mon père et nous. Tu dois partir maintenant. Les fleurs sont tombées au sol. Mon père est resté là, respirant fort, nous regardant tous, ligués contre lui. Il n'avait plus de coups à jouer. Vous ne comprenez pas ce que j'ai fait pour cette famille. La voix de mon père avait atteint cette hauteur que je me rappelais de mon enfance. Aiguë, tranchante et dangereuse. La voix qui faisait autrefois tressaillir ma mère. La voix qui me faisait me cacher dans ma chambre. Mais je ne me cachais plus. J'ai tout construit. Il a pointé un doigt vers moi. La maison, l'entreprise, toute ta vie. Et tu me rembourses en retournant ma propre femme contre moi. En m'embarrassant devant. Il a gesticulé sauvagement vers Henri. Des gens qui comptent. L'expression d'Henri n'a pas changé. Des gens qui comptent? Oui. Des gens importants. J'ai dépensé 80 000 € pour ce mariage spécifiquement pour. Il s'est arrêté. J'ai vu la réalisation poindre dans les yeux d'Henri, les pièces du puzzle s'assembler. Spécifiquement pourquoi, monsieur Delacroix? La voix d'Henri était de la soie sur de l'acier. Pour m'impressionner? Pour créer une relation d'affaires? La bouche de mon père s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Vous avez dépensé 80 000 € d'argent emprunté, a continué Henri calmement. Pour faire un spectacle, non pas pour votre fille, mais pour moi. Pour ce que vous pensiez que je pouvais faire pour votre entreprise. Ce n'est pas. Je n'ai jamais. Et quand votre femme qui a apparemment économisé silencieusement pendant 2 décennies et demie, a donné à votre fille le cadeau le plus significatif de la soirée, vous l'avez jeté par terre. Henri a secoué la tête. Parce que cela ne correspondait pas à votre performance.
Catherine a posé une main sur le bras de son mari. Je pense que nous en avons assez vu, chérie. Oui. Henri a regardé mon père une dernière fois. Monsieur Delacroix, je ne fais pas affaire avec des hommes qui traitent leur famille comme des accessoires. S'il vous plaît, ne me contactez plus. La porte s'est fermée au nez de mon père. À travers le bois, je l'ai entendu rester là, respirer, digérer la mort de tout ce qu'il avait essayé de construire. Puis, lentement, des pas s'éloignant. Il était parti. Puis-je être honnête avec vous un instant? Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas exposer. C'est juste prendre du recul et laisser quelqu'un révéler qui il est vraiment. Mon père a eu toutes les opportunités de s'excuser, de changer. Au lieu de cela, il a dit à Henri Mercier exactement ce qu'il faisait depuis le début. Avant de terminer cette histoire, je veux vous demander, avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez pour vous protéger? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Les retombées ont été silencieuses mais dévastatrices. Mon père n'a jamais eu sa réunion avec Henri Mercier. Pas de partenariat, pas d'investissement, pas d'entrée dans le monde du développement immobilier qu'il voulait désespérément rejoindre. Mais ce n'était pas le pire. L'histoire s'est répandue, pas de façon dramatique. Il n'y a pas eu de gros titres, pas d'articles sur les réseaux sociaux, juste des chuchotements. La façon dont les choses voyagent dans les petits cercles d'affaires. Avez-vous entendu ce qui s'est passé au mariage de Lacroix? Apparemment, il a jeté le cadeau de sa femme par terre. Les Mercier sont partis avant que le gâteau ne soit coupé. En quelques mois, 2 contrats que mon père poursuivait sont tombés à l'eau. Rien d'officiel, juste des réunions poliment déclinées, des appels non retournés, des déjeuners qui n'ont jamais été programmés. Son entreprise ne s'est pas effondrée. Il n'a pas été ruiné. Mais les portes qu'il avait passées des décennies à essayer d'ouvrir, elles étaient fermées maintenant. Silencieusement, fermement, définitivement. Je n'en ai tiré aucun plaisir. D'accord, peut-être un peu, mais surtout, je me sentais juste fatigué. Fatigué des décennies de performance. Fatigué des mensonges, de la manipulation et de l'effort constant et épuisant pour gagner l'approbation de quelqu'un incapable de la donner. Mon père a appelé occasionnellement ces premiers mois. Je n'ai jamais répondu. Il a envoyé des lettres, de longues choses décousues qui alternaient entre excuses et accusations. J'ai lu la première, jeté les autres. Tu ne penses pas que tu devrais lui parler, m'a demandé une collègue une fois. C'est quand même ton père. J'ai réfléchi à ça. Il l'est, ai-je convenu. Et je ne le déteste pas, mais je n'ai pas besoin de lui dans ma vie pour l'aimer à distance. Certaines relations sont plus saines avec de l'espace. Elle n'a pas compris. C'était pas grave. La plupart des gens ne comprennent pas jusqu'à ce qu'ils l'aient vécu. Jusqu'à ce qu'ils aient dû construire des murs juste pour survivre. Ma mère s'est épanouie. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Dans les mois qui ont suivi son installation dans son appartement à Rouen, je l'ai vue se transformer en quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Elle s'est coupé les cheveux courts, quelque chose que mon père avait interdit pendant 30 ans. Elle a peint son salon en jaune, sa couleur préférée, celle qu'il avait qualifiée de vulgaire. Elle a fait du bénévolat à la bibliothèque où elle avait travaillé autrefois, non pour l'argent maintenant, mais pour la joie. J'avais oublié ce que ça faisait, m'a-t-elle dit au déjeuner un jour, de prendre une décision et de ne pas avoir à la défendre. De juste être. Le divorce a été finalisé tranquillement. Mon père ne pouvait rien contester. L'accord de séparation était en béton depuis 2 décennies. Il a eu la maison et l'entreprise. Elle a eu sa liberté. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à écrire un journal au début, puis quelque chose de plus structuré. 30 ans de souvenirs, d'observations, de stratégies de survie. Je pense en faire un livre, a-t-elle dit presque timidement. Des mémoires, peut-être pour d'autres femmes dans des situations comme la mienne. Maman. J'ai pris sa main à travers la table du café. C'est incroyable. Je ne sais pas si quelqu'un le lirait. Je le lirais, et je pense que beaucoup d'autres personnes le feraient aussi. J'ai serré ses doigts. Tu as une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Elle a souri. Un vrai sourire, pas la version peinte que j'avais vue en grandissant. Tu sais ce que j'ai réalisé? A-t-elle dit.
Toutes ces années, je pensais que j'étais faible de rester, de ne pas riposter. Mais je ne restais pas parce que j'étais faible. Je restais parce que je construisais quelque chose, un avenir pour toi. Et maintenant, elle a fait un geste vers son petit appartement ensoleillé, maintenant je peux construire quelque chose pour moi-même. Était la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Les gens m'ont demandé ce que j'allais faire de l'argent. 2 millions d'euros, de l'argent qui change une vie. De l'argent pour quitter son travail. De l'argent pour acheter un manoir et ne plus jamais travailler. J'ai continué à enseigner. Je sais que cela semble fou, mais voilà le truc. Je ne suis pas devenue institutrice parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Je suis devenue institutrice parce que j'aime ça. Parce que chaque jour, je peux voir des enfants de 8 ans découvrir qu'ils sont capables de plus qu'ils ne le pensaient. Comment l'argent pourrait-il remplacer ça? Mais je l'ai utilisé soigneusement, de manière significative. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour établir un fonds de bourse d'études, la Fondation Marguerite Wilson, du nom de ma grand-mère, dont l'héritage avait tout commencé. Chaque année, cela aiderait 5 étudiants issus de familles à faible revenu à faire des études supérieures. Pourquoi pas ton nom, a demandé Daniel quand je lui ai montré les papiers. Parce que ce n'est pas à propos de moi. J'ai signé le document final. C'est à propos de continuer ce que ma mère a commencé, utiliser le silence, la patience et de petites actions régulières pour changer des vies. Nous avons acheté une maison dans les Yvelines, pas à Versailles, pas sur le territoire de mon père, mais dans un quartier calme où les écoles étaient bonnes et les voisins se saluaient. 3 chambres, un jardin, une cuisine assez grande pour cuisiner les dîners du dimanche. Et j'ai commencé à enseigner une nouvelle unité à mes élèves de CE2. L'éducation financière. Comment économiser, comment planifier, comment de petites actions répétées au fil du temps peuvent construire quelque chose d'énorme. Ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement. Mais un jour, ils le feraient. Tu ne vas vraiment pas démissionner, m'a demandé mon amie Sarah, incrédule. Pourquoi démissionnerais-je? Parce que tu pourrais tout faire. Voyager dans le monde, lancer une entreprise, acheter un yacht. J'ai ri. Que ferais-je d'un yacht? Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas grave. Les meilleures choses de la vie ne se mesurent pas en mètres carrés ou en chevaux vapeur. Ma mère m'a appris ça. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé depuis 18 mois. Il appelle encore parfois, pas souvent, mais assez pour que je sache qu'il n'a pas oublié que j'existe. Les anniversaires, les fêtes, le mardi occasionnel où il a probablement bu trop de whisky et commencé à penser à son héritage. Je ne réponds pas. Je ne le bloque pas non plus. C'est une position étrange à tenir. Aimer quelqu'un qu'on ne peut pas côtoyer. Les comprendre tout en refusant d'accepter leur comportement. Faire le deuil d'une relation qui n'a jamais été ce dont on avait besoin. Lui pardonneras-tu un jour, m'a demandé Daniel une fois. J'ai dû y réfléchir. Le pardon est un processus, ai-je dit finalement. Pas un moment. Je travaille à lâcher la colère, la blessure, les années à sentir que je n'étais pas assez. J'ai fait une pause. Mais le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans sa vie pour qu'il puisse vous blesser à nouveau. Ce sont 2 choses différentes. Alors tu ne le verras pas? Peut-être un jour. Pour des funérailles, une visite à l'hôpital, quelque chose qui nécessite que la famille se présente indépendamment de l'histoire. J'ai haussé les épaules. Mais les dîners de Noël, les fêtes d'anniversaire, lui présenter ses petits-enfants? J'ai touché mon ventre. Trop tôt pour que ça se voie, mais nous venions de l'apprendre. Pas tant qu'il ne pourra pas démontrer un vrai changement. Et pas juste un changement pour une semaine ou un mois. Un changement qui dure. Certaines personnes pensaient que j'étais trop dur. D'autres pensaient que je ne l'étais pas assez. Voici ce que j'ai appris, vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Vous ne pouvez faire que des choix avec lesquels vous pouvez vivre. Et je pouvais vivre avec la distance. Je pouvais vivre avec des limites. Je pouvais vivre en aimant mon père de loin tout en me protégeant, moi et ma famille, de son chaos. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Et parfois, l'honnêteté est le mieux que l'on puisse faire. 3 ans plus tard, je suis assise dans ma cuisine en regardant ma fille manger des œufs brouillés. Elle s'appelle Marguerite, Margot pour faire court. Elle a les yeux de Daniel et le menton têtu de ma mère,
et un rire qui remplit chaque pièce où elle se trouve. Ma mère est là aussi, aidant Margot à naviguer dans l'ingénierie complexe de mettre des œufs sur une fourchette. Elle a 60 ans maintenant, les cheveux argentés et sereine d'une manière que je n'ai jamais vue en grandissant. Elle a publié ses mémoires l'année dernière. Cela n'a pas fait la liste des meilleures ventes, mais elle a reçu des dizaines de lettres de femmes qui reconnaissent leurs propres histoires dans ces mots. Ça valait la peine, m'a-t-elle dit, tenant l'une de ses lettres. Même si cela n'a aidé qu'une seule personne, ça valait la peine. Daniel fait du café, fredonnant quelque chose dans sa barbe. Il a étendu son cabinet d'architecture pour inclure du travail pro bono pour des centres communautaires. Rendre ce qu'on a reçu, appelle-t-il ça, faire suivre la chance que nous avons eue. La Fondation Marguerite Wilson a maintenant aidé 43 étudiants à aller à l'université. L'année dernière, l'une d'entre eux m'a envoyé une note de remerciement qui m'a fait pleurer. Vous avez cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même, a-t-elle écrit. Je ne vous connaissais même pas et vous avez changé ma vie. J'ai encadré cette lettre. Elle est accrochée dans ma salle de classe. À travers la fenêtre, je peux voir l'après-midi dans les Yvelines. Les feuilles tournent alors, la lumière du soleil oblique à travers les arbres. C'est le genre de journée qui me rendait anxieuse parce qu'un temps parfait signifiait que mon père voudrait recevoir, et recevoir signifiait performer, et performer signifiait l'épuisement. Maintenant, un temps parfait signifie juste un temps parfait. Maman, dit Margot, brandissant sa fourchette triomphalement. J'ai réussi. Tu as réussi, mon bébé. Je suis si fière de toi. Ma mère croise mon regard à travers la table. Elle sourit. Nous sourions toutes les deux. Je garde le livret dans un cadre maintenant. Il est accroché dans notre salon près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi attrape le cuir bleu délavé. Les visiteurs posent parfois des questions à son sujet. C'est un livret d'épargne ? Et je leur raconte la version courte de l'histoire. C'était le cadeau de ma mère, dis-je. La chose la plus précieuse qu'elle m'ait jamais donnée. Ils demandent toujours combien il y avait dedans. Ce n'est pas le but, ai-je envie de leur dire. 2 millions importe. Oui. Mais ce qui importe plus, c'est ce que cela représentait. 25 ans de patience. 25 ans de petites actions invisibles construisant quelque chose d'énorme. 25 ans d'amour exprimé non pas par des mots mais par la préparation. Ma mère ne m'a pas sauvé en débarquant au dernier moment avec un sauvetage dramatique. Elle m'a sauvé en planifiant année après année pour que lorsque j'aurai enfin besoin de liberté, elle m'attende déjà. C'est la leçon que je porte avec moi maintenant. Les gens qui vous aiment vraiment n'aiment pas toujours bruyamment. Parfois, ils aiment dans le silence, dans la persévérance, en étant là encore et encore, même quand personne ne regarde. Et les gens qui essaient de vous rendre petit, leur pouvoir ne dure qu'aussi longtemps que vous y croyez. Au moment où vous faites un pas en arrière, au moment où vous arrêtez de jouer la comédie pour leur approbation, vous réalisez qu'ils n'ont jamais été aussi grands qu'ils le semblaient. Ils étaient juste bruyants. Mon père a appelé le livret des ordures. Il l'a jeté par terre devant tous ceux qui comptaient pour lui. Il avait tort. L'ordure n'était pas le livret. L'ordure était l'idée que l'amour pouvait se mesurer en performance, en impression, en combien vous pouviez faire en sorte que les autres vous admirent. Le véritable amour ressemble au carnet d'épargne de ma mère, usé, délavé, facile à ignorer, et valant plus que tout ce que mon père a jamais essayé d'acheter. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous fait vous sentir petit, sachez s'il vous plaît que vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste entouré de gens qui n'ont pas encore appris à vous voir. Un jour, vous trouverez ceux qui le font et tout changera.